Une des séries que j'attendais avec le plus d'impatience me déçoit, et même si je préfère parler des choses qui me plaisent ici, il me semble intéressant de parfois vous partager aussi mes déconvenus et d'en analyser les causes. Daredevil Born Again était la plus attendue des nouvelles séries 2025 pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi, passé les premiers épisodes, c'est la déception. Alors oui, j'avais classé Born Again comme une nouvelle série pour me faciliter la vie, et la vidéo de classement en question est conserver la place de la meilleure série de retour à Severance. Ceci étant dit, Born Again ressemble effectivement beaucoup à une saison 4 de la série initiale Daredevil. Même si j'ai déjà évoqué ces éléments par ailleurs, il est important de souligner que cette première saison de Born Again est le résultat hybride entre, d'un côté, une direction initiale choisie pour la série avec des épisodes déjà tournés et un script déjà finalisé, et de l'autre, une reprise en main, une réécriture partielle et des reshoots pour emmener ce Matt Murdock vers une nouvelle direction. Les premiers épisodes étaient relativement prometteurs, on y retrouvait environ 80% de l'ambiance de la série d'origine, et surtout deux interprètes majeurs et toujours aussi parfaits dans leurs rôles respectifs, avec Charlie Cox en Matt Murdock et Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk. Pour aller plus loin, il y aura à partir d'ici des spoilers sur les ingrédients principaux des épisodes jusqu'au 7e, de ce Born Again. L'épisode 4 développe des intrigues d'intérêt discutables, mais il se sauve en partie en nous proposant un échange de haut vol entre Matt Murdock et un Frank Castle, toujours sublimé par la présence et l'intensité de Jon Bernthal. Par ailleurs, on continue le teasing sur la menace représentée par Muse, le tueur en série qui utilise le sang de ses victimes comme ingrédient principal de ses œuvres murales sauvages. L'épisode 5 nous propose une parenthèse épisodique, une sorte d'aventure hors série de Matt Murdock lors d'un braquage de banque, et avec le recul, je le trouve limite plus divertissant que le reste de la série. L'épisode est honnête, il y a un début, un déroulement, une fin. Matt utilise ses capacités à bon escient et on s'amuse un peu. L'épisode 6 propose quant à lui une montée de tension qui vise à préparer la déflagration de fin avec une mise en parallèle intéressante du déchaînement de violence de Fisk et Murdock qui ont échoué à renier ce qu'ils sont profondément et renouent donc avec leurs démons respectifs, à savoir la frustration qui explose dans les attaques bestiales du Kingpin sur son rival amoureux d'un côté, tandis que de l'autre, c'est presque le courroux de la justice divine qui s'exprime quand Daredevil punit le mal à grands coups de latte dans la gueule. On assiste presque à une exécution de Muse sous forme de pendaison, mais la mission première de Matt, à savoir protéger les innocents, reprend le dessus sur l'aspect sanguinaire de son alter ego justicier. Voilà sans doute les quelques minutes les plus jouissives de la série pour le moment, mais qui ne peuvent cacher les multiples problèmes de structure qui fragilisent l'édifice, qui menace clairement de s'effondrer comme un château de cartes dans un épisode 7 particulièrement décevant. Dès mon analyse des 3 premiers épisodes, je m'interrogeais sur la pertinence d'une thérapie de couple pour Wilson et Vanessa Fisk, tout en soulignant la grossière ficelle consistant à faire de Heather à la fois la petite amie de Matt, la thérapeute de Fisk et celle de Muse. Au final, l'épisode 7 semble bien confirmer que ces choix étaient non seulement bancals, mais aussi injustifiés et totalement sous-exploités, des qualificatifs qui s'appliquent aussi à Muse, dont on nous tease les méfaits depuis un moment, mais qui se termine en pitoyable pétard mouillé. Cette première saison se perd en faisant du teasing sur sa deuxième plutôt que de faire preuve de générosité dans la dramaturgie et l'action, tout en gâchant le potentiel d'un antagoniste comme Muse et en échouant à exploiter les ressorts de Thriller qui étaient littéralement à portée de main. Autant d'occasions manquées avec pourtant de si bons interprètes et un matériau aussi riche que celui des comics Daredevil, c'est franchement consternant, d'autant que cette série a mis des années à sortir. C'est simple, concentrons-nous sur Muse. La série ne développe pas du tout cet antagoniste, elle ouvre la porte à des séances de thérapie avec Heather, mais n'exploite à aucun moment l'opportunité en or de faire monter graduellement la révulsion des spectateurs pour le tueur. Les showrunners avaient suggéré au détour de quelques interviews que la série irait plus loin dans le sombre que le Daredevil d'origine, mais on a juste un type qui plante des grosses seringues hors champ et une petite coupure au scalpel, la grande affaire. Mais quand bien même ce n'est pas l'absence de gore qui est au cœur du problème, loin de là, mais plutôt le manque presque absolu de construction entre le moment où Matt Murdock s'intéresse véritablement à Muse et celui où Muse est mis hors d'état de nuire. Les deux maîtres mots semblent être facilité et rapidité alors qu'on voudrait de l'adversité, une véritable chasse à l'homme. Parmi les erreurs grossières de la série, on doit pointer l'absence de pouvoir de Muse, contrairement à sa version comics, dans laquelle il a non seulement des capacités physiques surhumaines, mais aussi cet effet qui annule les perceptions aiguisées de Daredevil quand il l'affronte. Que Matt puisse reconnaître le visage de Heather, sa petite amie, sur une peinture, du fait de ses censures développées, admettons, ça ne me pose pas de problème, c'est pas du tout le souci,
mais que le cas du Muse soit ensuite réglé en 5 minutes avec une nouvelle raclée puis des coups de feu, c'est vraiment naze. Alors peut-être que Muse reviendra sous une forme ou une autre en saison 2 avec une pirouette scénaristique, et si c'est le cas, il faut vraiment qu'il revienne de façon sérieuse, mais la hype a malheureusement déjà disparu, éparpillée au vent de la fenêtre brisée de la salle de consultation Deezer. Et ce n'est pas tout, puisque cette manie de faire attendre le spectateur pour ensuite lui donner quelques miettes se retrouve aussi avec la fameuse Task Force réunie par Fisk. Elle est créée dans un épisode précédent, mais ensuite la série n'en fait absolument rien. Il faut encore qu'on espère avoir droit à une petite apparition de Frank Castle, le Punisher, pour sauver les miches de Matt en fin de saison, j'imagine. Entre-temps, on aura pu constater que la thérapie de couple était un coup d'épée dans l'eau ne menant nulle part. Les adaptations de Fisk à la position de mère sont vaguement divertissantes, mais sans plus. Tout repose encore une fois sur le seul jeu de Donofrio. Pour le reste, on s'emmerde au final, puisqu'il ne se passe quasiment rien. Modèle identique du côté des affaires juridiques de Matt, dont le seul intérêt reste l'incarnation irréprochable du personnage. Pas d'enquête à proprement parler, pas de référence à l'amulette du tigre blanc, pas d'apparition de Karen Page, 5 minutes de Frank Castle et 5 minutes de Bullseye. Et entre-temps, le jeune assistant de communication de Fisk semble être devenu limite un gangster en menaçant Bibi, celle qui fait des vidéos de New York en 480p, et dont on devrait croire qu'elle est super influente sur ce que les gens pensent de l'action du maire. Crédible. D'ailleurs, même sur le plan de la photographie, de la réalisation, Born Again est en deçà de la série d'origine. On a parfois l'impression, avec les plans d'ambiance de New York, d'être dans une version low cost et fan-made de The Bear, une série qui illustre magnifiquement son environnement urbain, avec, en l'occurrence, une victoire écrasante de Chicago sur la Big Apple, si on commet l'erreur tragique de comparer les deux niveaux visuels. On commence à se demander si le caméo du père de Kamala Khan dans la banque n'était pas finalement la prise de risque la plus incroyable de cette saison, qui s'endort et ne nous réveille absolument pas au travers de séquences d'action qui se font totalement démonter par celles des 3 saisons de la série Netflix, maintenant récupérée par Disney. C'est simple, sur ce plan, la différence est abyssale. Non seulement c'était plus ambitieux et abouti avec les plans séquences de baston, mais surtout, on sentait les coups, la fatigue et l'implication étaient palpables en termes d'enjeu, d'envie de voir le héros se relever et continuer face à une multitude d'adversaires ou un seul extrêmement coriace et efficace. Littéralement, toutes les bastons des 3 saisons initiales sont meilleures que ce qu'on nous propose ici. C'est fou que personne ne s'en soit rendu compte ou ne se pose la question, ça me dépasse totalement quand la différence est aussi brutale. Et de fait, ce que j'avais pris comme une petite mise en bouche, imparfaite mais correcte pour Born Again, à savoir l'affrontement contre Bullseye dans les 15 premières minutes, est pour l'instant la meilleure et quasiment la seule véritable séquence d'action à la Daredevil de Born Again pour l'instant. Le reste est trop rapide, moins bien chorégraphié, trop facile, parfois mal monté, on croit cauchemardé. Le minimum syndical était de viser une équivalence avec ce qui avait tant marqué les fans de la série d'origine, mais là, on est à se dire que la meilleure scène d'action du Daredevil Marvel se trouve finalement dans son affrontement avec Echo dans la série éponyme, sans déconner. Du côté du clan Fisk, on a les petites manigances avec Vanessa qui piège le mafieux qui cherchait à éliminer son mari. Le seul petit suspense à cet égard, c'est que fera Vanessa lorsqu'elle découvrira le traitement que son mari a réservé à son amant. Waouh, hein, franchement. Je ne parle même pas du fait que Matt Murdock fasse encore confiance à la justice alors que Fisk a clairement été relâché malgré les efforts et sacrifices qu'il a fallu consentir pour le faire tomber en saison 3 de la série d'origine. Quant à la compagne de Murdock, Heather, elle n'est pas développée, on se contrefout de leur relation et ce qui peut lui arriver. Si on ramenait Karen Page en une demi-seconde et sans arrière-pensée, on aurait déjà 10 fois plus d'implications pour elle. Et je dois vous l'avouer, et vous devez le ressentir, ça me dépasse qu'on puisse commettre autant d'erreurs sur un tel personnage avec une telle base. Alors on peut toujours croire au Père Noël, il y a 2 derniers épisodes absolument grandioses pour sauver cette saison qui avait pourtant commencé avec des ingrédients relativement corrects, mais soyons réalistes, hein, on a plus de chances de finir avec un truc à peine moyen qui ne surnage qu'au travers du talent de quelques comédiens, c'est dire le gâchis. Certes, les showrunners avaient prévenu sur les réseaux sociaux que cette première saison n'était pas totalement la leur ni leur œuvre, puisqu'ils ont dû faire avec ce qui avait déjà été tourné, mais rien ne les empêchait de nous donner des scènes d'action haut niveau, des enjeux mieux traités, des évolutions de personnages secondaires crédibles ou vaguement intéressantes, ce qui fait ici cruellement défaut. On sait aussi que Jon Bernthal avait refusé de camper Frank Castle dans la première version de Born Again, ce qui laisse rêveur quand même quant à la nullité du projet, quand on constate la qualité discutable de celui pour lequel il s'est finalement laissé convaincre. Évidemment, on ne peut plus compter que sur lui pour mettre un peu de poudre sur nos désillusions perdues et les cautériser à vif dans une confrontation avec la Task Force, mais ce ne sera pas suffisant pour sauver une saison de Daredevil. C'est simple, j'en suis à préférer le souvent divertissant, même si parfois grotesque, Witcher saison 3 pendant mes pauses déjeuner, plutôt que Daredevil Born Again que j'attendais avec tellement d'espoir depuis des années. Donc merci à Marvel Studios de nous proposer ces déceptions à la chaîne.
on adore. Et je me demande s'il faut s'attendre au même niveau de déception avec les frères Russo et Avengers Doomsday, sachant que tout ce qu'ils ont fait depuis Endgame, en tant que réalisateurs, variait entre le médiocre et le catastrophique. Si vous aimez le sel dans vos popcorn, je vous rappelle que vous pouvez devenir membre de la chaîne pour m'aider à couvrir les sujets, même quand ils sont peu populaires, et profiter de quelques avantages en échange de votre soutien. J'ai préféré ne pas donner d'attention à des projets claqués au sol comme Minecraft ou encore Blanche-Neige au cinéma, même si ce sont potentiellement des sujets à vue, je l'en sais, mais je compte bien revenir bientôt sur les films. Sachez, s'il n'est pas trop tard au moment pour vous de voir cette vidéo, que je serai joueur dans un jeu de rôle Seigneur des Anneaux sur la chaîne de Geek Fabula sur Twitch. C'est en 2 parties, avec la première ce jeudi 3 avril à partir de 20 h et la seconde le 9 avril, toujours à partir de 20 h, sur la chaîne Twitch de Geek Fabula. Je jouerai un elfe Noldo pour les connaisseurs. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!